ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est un grand policier, ou un ancien grand policier. L'hôte du jour c'est Claude Cancès. Bonjour Claude, comment allez-vous? Très bien, merci de m'accueillir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement s'il vous plaît? Claude Cancès, marié, a une gersoise formidable. Je lui dois ma carrière. Cette belle aventure, c'est 35 ans passés au 36 quai des Orfèvres. Et j'ai débuté dans ce 36 tout à fait par hasard et par nécessité. Mais je dis souvent que je suis tombé dans la marmite du 36 pour ne plus jamais en ressortir. Alors, c'est quoi la vie d'un flic au 36, rapidement? Eh bien, c'est une vie au cours de laquelle on passe son temps à essayer de mettre hors d'état de nuire les voyous et les malfaiteurs. On se pose aussi des questions, le crime, pourquoi et comment? Et puis, ces questions que tout un chacun se pose, où passe la frontière entre le bien et le mal, l'ordre et le désordre, l'acte légal et l'acte illégal, et la folie et la raison. Belle aventure, grâce à mon épouse. Seconde belle aventure depuis la sortie de mon livre. Je parcours la France et je fais des conférences dans des endroits divers et variés, notamment dans des lycées et collèges où je passe de merveilleux moments. Magnifique. Et les salons du livre, bien entendu, aussi. Et je me livre à cet exercice inédit pour un flic. J'essaie de répondre aux questions qui me sont posées. Exercice périlleux, parfois périlleux, mais toujours exaltant. Ce que je vais essayer de faire maintenant devant vous. Ah, c'est gentil. En tout cas, on va revenir sur votre parcours. Pourquoi vous avez voulu devenir policier? Ah là là. Je passe mon bac péniblement, difficilement. Je suis à ce moment-là à Montpellier et je me fais inscrire en faculté des sciences parce qu'il fallait... Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, mais j'avais un père retraité militaire et il avait compris que les études et moi, ça n'allait pas fort et il fallait que je trouve du boulot. Et donc, après mon service militaire, 1 an et demi d'Algérie, classique, le rectorat a la gentillesse me trouvait une place de pion dans un petit collège de Beaucaire, à côté de Tarascon. Et un soir, à la sortie du collège, avec un de mes collègues pion, on allait boire l'apéritif. On passe devant la mairie, une grande affiche apposée sur la mairie. Bachelier, la préfecture de police recrute des officiers de police adjoints. Lieutenant maintenant, si vous voulez. Et en dessous, en grosses lettres, la police, un métier d'homme. Alors, je précise tout de suite que cette phrase n'a pas été déterminante puisque je m'honore de faire partie de ceux qui ont fait venir à la brigade criminelle la première femme en août 1982. Donc, vous savez, je ne me voyais pas flic parce que pour moi, le flic, c'était un empêcheur de tourner en rond. J'étais un petit peu, alors je faisais du sax dans un petit orchestre. Mon an de science a été vite épuisé, je n'ai rien fait. Ça, c'était donc avant que je parte en Algérie. C'est pour ça qu'on m'a supprimé le sursis. J'étais sociétaire. Et donc, revenir en Algérie, je reviens. J'ai perdu un petit peu le fil là. Je reviens à cette affiche. Je monte à Paris. Tout à fait. Donc, par hasard et par nécessité. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis tombé dans cette marmite du 36, au milieu de flics et de fliquettes. C'est affectueux. Fabuleux. À l'époque, il n'y avait pas de femmes, mais j'en ai connu, bien sûr, assez rapidement.
Et voilà. Et ma première affectation, ça a été un service de police judiciaire qui dépendait du 36, mais qui coiffait Pigalle, le 18e, le 9e arrondissement. Alors, je peux vous dire que l'ambiance de Pigalle, les odeurs de Pigalle, avec ce que je venais de vivre en Algérie, rien à voir. J'imagine, mais à Pigalle, c'était quoi? C'était la brigade mondaine? Non, alors, on va arriver à la brigade mondaine, puisque là, c'était ce qu'on appelait une brigade territoriale, qui est maintenant une division de police judiciaire. Paris, à l'heure actuelle, sur le plan de la police judiciaire, comme de la sécurité publique, trois districts, et avec compétence sur chacun des secteurs. Donc là, nous avions compétence à l'époque, 9e et 18e arrondissement, et une partie de la banlieue. Les 3 départements n'existaient pas encore. Et au bout de... Ça faisait 2 mois et demi que j'étais dans ce service. Le patron m'appelle un jour, il me dit, mécontent, il me dit, Cancès, vous avez demandé à aller à la brigade mondaine. Je ne sais même pas ce que c'était que la brigade mondaine. Il me dit, vous êtes affecté à partir de lundi. Alors, le patron de ce service-là, à l'époque, qui s'appelait André Sembille, était un type extraordinaire, d'une intégrité totale, alors que la brigade mondaine avait une réputation assez sulfureuse. On n'employait pas l'expression ripeau à l'époque, mais il y avait pas mal, et je vais y revenir, de policiers corrompus. Quand mes collègues de la brigade territoriale apprennent que je vais à la mondaine, oh mon pauvre gars, oh là là, tu as vu sur Pigalle ce que c'était que la prostitution, les prostituées là, tu vas vivre nuit et jour dans le milieu des prostituées, c'est horreur. Tu as des collègues qui ne sont pas très nets, etc. Oh là là. Alors je peux vous assurer que lorsque je monte les marches de ce 36 quai des Enfers, ça devait être autour vers la fin juillet 63, j'ai le cœur battant. Alors je suis fier parce que c'était quand même une brigade d'élite, comme la crime, comme l'anti-gang n'existait pas à l'époque, mais c'était pareil. La BRB, la brigade de répression du banditisme. Et là, je suis reçu par ce patron dont j'ai cité le nom tout à l'heure, et qui a compris que je ne venais pas avec une pêche énorme. Il m'a dit, Cancès, vous venez peut-être avec un petit peu d'appréhension, mais rassurez-vous, tout ce qui est dit sur le comportement des flics de la mondaine, il y a une part de vérité, il est très fin, mais vous allez rencontrer des collègues fort, fort sympathiques, vous verrez. Et il appelle le chef de groupe. Alors il me dit, en attendant, parce que j'allais faire mon stage d'officier de police en septembre, en attendant de faire votre stage, je vais vous affecter provisoirement un groupe de proxénétisme. Il y avait à la mondaine plusieurs groupes qui s'occupaient du proxénétisme, les maquereaux, si je puis dire, puis des groupes qui s'occupaient du proxénétisme hôtelier. Il y avait un groupe, 6 fonctionnaires qui s'occupaient de la lutte contre les stupéfiants, ils n'étaient pas nombreux à l'époque. Hein. Et puis il y avait un groupe qu'on appelait le groupe DPD, l'homosexualité, à l'époque, c'était un délit. Et ce groupe-là chassait les homosexuels. Hein. Tout le monde a oublié, mais c'était une réalité. Je peux vous dire, il n'y avait pas beaucoup de volontaires pour aller travailler dans ce groupe-là. Bien. Donc, le premier matin, je vais vous dire, je tombe sur 2 collègues. Alors, j'ai vu tout de suite que c'était 2 collègues comme ça, droits, mais j'ai compris que l'un des 2 avait une tendance à boire le whisky assez facilement. Alors, le môme, tu arrives, et puis tiens, tu vas nous accompagner, on va faire une vérif rue de la Roquette, pas loin d'ici. Mmh. Et vérif dans un hôtel, à l'époque, les hôteliers, quand on est dans les hôtels, on remplissait des fiches. Hein, et les voyous, c'était plus facile de les retrouver. Alors on dit toujours, ouais, mais ça ne servait à rien parce que les voyous, ils s'inscrivaient sous des faux noms. Oui, mais ils laissaient quand même une trace, l'écriture. Et dans un attentat, l'attentat de la rue Copernic en 1981, l'un des auteurs a été identifié parce qu'il avait logé dans un hôtel du 9e arrondissement, en remplissant la fiche. Et les experts ont pu déterminer que c'était son écriture. Il était sous un faux nom, mais vous voyez.
Donc, on va dans ce petit bistrot. C'était en face à l'ancienne prison. Je ne sais pas si vous savez, il y a une prison de femmes pas loin du Père-Lachaise, avant d'arriver au Père-Lachaise. Il y a une prison de femmes. Et d'ailleurs, il y avait, je crois qu'il y a toujours la plaque où les condamnés à mort étaient guillotinés. Vous voyez. Alors, on va dans un petit. Alors, avant d'aller faire la vérification de l'hôtel, le môme, on va boire un petit coup, on va se remonter le moral. On va dans le bistrot. Qu'est-ce que tu prends, le môme? Un café? 3. Alors, je ne sais jamais prononcer ce mot. Un vin d'Alsace, Gewürztraminer, comme ça, vous connaissez, non? Je connais pas. Un vin d'Alsace. 3. Le second, là, c'était Gégène qui dit « Allez, c'est ma tournée ». Deuxième, moi, je n'ai pas habitué à boire dans l'école à jeun. Henri, le second. « Allez, ma tournée ». Deuxième coup, deuxième petit vin blanc. Et je dis, comme je suis un petit peu poli, « Ma tournée, à moi ». Troisième, que je ne paie pas, parce que le môme, tu arrives, tu as pas d'argent, tu n'as pas de frais, etc. Alors, là, ça commence bien. On revient au 36, et la matinée se passe, et à midi, où tu manges, le môme? J'allais, ce qu'on appelait le Ramor, le mess de la préfecture de police. Non, tu viens manger avec nous. Il y avait à l'époque un petit resto qui était situé place du Harlay, place Dauphine. Maintenant, il n'y a plus de bistrot, il y a l'ordre des avocats. Et c'était un restaurant où on mangeait bien, mais c'est quand même... le prix, le repas n'est pas bon. Donc, je n'ai pas payé, bien sûr, mon repas. Mais là, alors, Ricard, 1, 2, 3 tournées de Ricard, repas bien arrosé. On remonte au bureau et le chef de groupe me dit tiens, le môme, tu as travaillé sur le secteur de Pigalle, il y a du 9e arrondissement, il y a une vérif à faire. Du côté de Barbès, tu peux y aller. Alors, discret, hein. S'il n'y a pas de Bignol, c'était la concierge. Hein. S'il y a pas, à l'époque, il n'y avait quasiment pas d'interphone. Enfin bref, tu vois s'il y a le nom sur la boîte aux lettres, etc. Alors, je me souviens que je n'ai pas pu faire la vérif parce que je n'ai pas pu pénétrer dans l'immeuble. Je ne sais pas pourquoi, comme c'était discret. Je reviens pédalement au 36, je descends au métro Cité, et je croise un copain qui m'avait vu arriver le matin. Il me dit « D'où tu viens, le môme ?» J'ai dit « Ne m'en parle pas, le chef m'a envoyé faire une vérification, et je n'ai pas pu la faire. » Il m'a dit « Viens, on va prendre une voiture, on va monter, on va faire la vérif tous les deux. » Sympa. Mais en face à le 36, il y avait un bistrot qui s'appelait, je crois qu'il s'appelle toujours le Soleil d'Or. On passe et on est interpellé par un collègue de la mondaine que je ne connaissais pas, mais qui, lui, ne me connaissait pas non plus, mais a reconnu son collègue. Allez voir un pot à de Ricard. Là, le père Claude Cancès, il commençait à avoir la tête... ça ne va pas très bien. Alors, mon collègue me dit « Attends-moi, je vais chercher la voiture... les clés de la voiture 36 et je te prends et on monte sur Barbès. » On n'est jamais arrivé à Barbès parce que... Alors, entre-temps, le collègue du Soleil d'Or était de permanence nuit des cabarets. Il y avait toutes les nuits, il y avait des gens qui tournaient le cabaret. Il dit « Tiens, le môme, tu arrives, viens avec le collègue, rendez-vous à minuit au Sexy, un cabaret des Champs-Élysées. » Alors, donc, on remonte pour aller faire ma vérif. Et mon collègue, Briodo, il s'appelait, me dit vu l'heure, on va aller manger un petit morceau dans les halles. Rebolote, re-apéro. Là, j'étais vraiment bien. On s'est retrouvés donc au Sexy à minuit et je peux vous dire que à 2h du matin,
quand le collègue qui conduisait à peine à l'époque, s'il avait été interpellé par les flics, il allait au trou tout de suite, m'a ramené dans ma chambre de bonne en rue C. J'étais incapable de monter. Je me suis dit, nom de Dieu, si c'est ça, la mondaine, c'est vraiment la seule... voilà le premier souvenir de la mondaine. Et après, vous avez été chef de section de brigade criminelle en 1975. Alors, avant, je passe le concours de commissaire en 72. J'ai rencontré ma gersoise en 66. Jusque-là, il était hors de question pour moi de préparer les concours parce que à la mondaine, entre la nuit au boulot et la nuit en Java, je peux vous dire, je n'avais pas le temps pour préparer les concours. Et il se trouve que ma gersoise apprend par les collègues que j'étais capable de réussir au concours de commissaire. Et ils lui disent, il faut que tu incites Claude. Alors, elle ne m'incite pas du tout, mais un jour, elle arrive, on avait un petit 2 pièces rue Nationale, elle me dit, tiens, viens dans la chambre, j'ai fait livrer un petit bureau, si tu veux, pour travailler éventuellement pendant 2 ans. Je n'ai pas ouvert le bureau. Et puis un beau jour, déclic, elle arrive le soir, j'étais en train de... Elle était coiffeuse, elle arrive tard, j'étais en train de travailler dans le bureau et j'ai passé le concours de commissaire. Stage de commissaire Saint-Cyr et sur le terrain, au bout de 2 ans, je suis affecté dans une brigade territoriale, la 6e brigade territoriale qui coiffait alors le 15, le 14. Et là, la chance, il y a 2 mots qui reviennent souvent dans mes livres, la chance et le hasard. Pierre Ottavioli, que j'avais eu comme patron à la mondaine, parce qu'après André Saint-Bille, il avait été remplacé par Pierre Ottavioli, qui m'avait connu, qui m'avait apprécié, voulait rajeunir lui aussi son staff de jeunes commissaires, et il m'a fait venir à la brigade criminelle. Je peux vous dire que le jour où je reçois un coup de fil du secrétariat d'Ottavioli en me disant « le patron voudrait vous voir à 15h », là j'ai monté les marches du 36 parce que le rêve de tout flic de 36, c'est de passer à la criminelle. Et quand on est commissaire, le rêve, c'est pas d'être le pacha, le directeur, ce que j'ai été en fin de carrière, c'est d'être le patron de la crime. Je l'ai été par intérim au mois d'août 82, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, on revient à mon premier passage, 75, comme commissaire à chef de section. Et justement, donc, vous êtes chef de section criminelle. Comment ça se passe pour vous ? Écoutez, il se trouve que, vu mon ancienneté, je tutoie quasiment tous les chefs de groupe. Ils savent que je suis maintenant commissaire et qui vont jouer le jeu de collaborateurs, si vous voulez. Donc, il n'y a pas j'ai vraiment pas de problème et je m'intègre assez facilement. Et en plus dans ces années-là, vous êtes chef de section criminelle, c'est à l'époque où il y a beaucoup d'enlèvements. Où justement, je crois qu'il y a une mise en place du fait de ne pas négocier justement avec les ravisseurs, il me semble. Là, vous mettez le doigt sur une période qui m'a beaucoup marqué et qui restera dans les annales du 36 que les affaires. Ils sont maintenant en 36 passions, on n'a pas parlé, mais enfin, c'est toujours le 36. Hein. Et à l'époque, l'Italie vivait une drôle d'époque. L'enlèvement avec demande de rançon était devenu une industrie. Et les familles, souvent, payaient la rançon à l'insu de la police et 1 fois sur 2, on retrouvait un cadavre. Lorsqu'on prend la première affaire d'enlèvement, Hazan, qui était le PDG d'une société qui avait à son écurie les plus grandes stars de la chanson à l'époque, Aznavour, Nana Mouskouri, Gainsbourg, enfin toutes les vedettes. Et le PDG s'appelait Louis Hazan. On a fait d'ailleurs avec mon collègue Jean-Pierre Biron un livre où on raconte l'affaire Hazan du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, pour aller à l'essentiel aussi, la remise de rançon s'est faite pas loin d'ici, place de la Bastille, où on a arrêté en flagrant délit 2 frères qui venaient chercher la rançon, que
un collègue de la BRI et moi, on s'était substitués aux gens d'un phonogramme pour porter la rançon. Donc, vous voyez encore, pas loin d'ici. Quand on a vécu toute une vie comme ça auquel les enfants, il n'y a pas un endroit de Paris où on laisse un souvenir, c'est extraordinaire. Alors, je reviens donc aux enlèvements. Première affaire d'enlèvement qu'on prend avec Ottavioli. Il s'est inspiré de ce qui se passait en Italie pour faire passer ce double message à sa hiérarchie administrative, donc ministre de l'Intérieur et judiciaire, procureur de la République. Il ne faut pas céder, sinon nous allons vivre ce que vivent les Italiens, on n'en sortira plus. Alors je peux vous dire qu'il n'a pas reçu des inscriptions écrites, et on lui a dit « faites pour le mieux, allez-y », etc. Bon, il n'a pas flanché. Et alors, pour l'anecdote, à la demande d'Ottavioli, alors Madame Hazan, l'épouse de l'enlevé, était de santé fragile. On apprend par les responsables du groupe qu'il ne faut surtout pas qu'elle sache que la police est au courant, enfin, etc. Et donc, Ottavioli m'a dit, ce serait bien que vous ayez le contact direct avec l'épouse de l'enlevé et vous faire passer pour un membre de la société Phonogramme. Ce que j'ai fait avec le numéro 2, Jacques Caillard, qui est un type fabuleux. Et j'ai donc, pendant 6 jours, rencontré Madame Hazan tous les jours en me faisant passer pour un employé. Alors, demande de rançon, je passe sur les détails, des filoches pendant 6 jours, jusqu'au soir. Alors, Ottavioli, bien entendu, aux gens du groupe, on n'avait pas... Vous n'avez pas prévenu qu'on allait intervenir au moment de la remise de rançon, mais c'était la décision qui avait été prise par Ottavioli. Et là, dans cette affaire-là, ça a été curieux. Tous les médias, tous les journalistes ont été mis au courant d'un enlèvement. Il n'y a pas eu de fuite. Jusqu'au soir de l'arrestation, au moment de la remise de rançon, 2 frères venaient chercher la rançon place de la Bastille, où là, Madame Hazan l'a appris. Alors, elle est arrivée au 36 quai des Enfers avec 2 ou 3 membres du staff, plus Nana Moscori. Et je peux vous dire que tous les collègues qui étaient dans le bureau d'Ottavioli, lorsqu'on nous a dit Madame Hazan arrive, on est sortis pour laisser le patron tout seul. On a écouté derrière la porte. Elle a tenu des propos. Vous êtes un assassin, monsieur Ottavioli. Mon mari, on ne le reverra jamais vivant. Vous êtes un assassin, madame. Votre mari, on va le retrouver sain et sauf. Et le lendemain, il était libéré par les ravisseurs. Et dans ce même bureau d'Ottavioli, le climat avait changé. Madame Ottavioli, monsieur Hazan, Madame Hazan, monsieur Hazan, tout le staff de la Moscovie, on buvait le champagne. Et là, Madame Hazan a découvert qu'effectivement, j'étais policier. Et vous voyez le hasard. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait le Tour de France. Il y a un mois, j'étais dans un petit village pas loin du Gers, où nous avons, mon épouse et moi, une petite maison. Et j'ai vu un couple arriver en me disant, vous savez, on a lu tous vos livres, mais on a lu surtout l'affaire Hazan. C'était des amis de Louis Hazan. Et ils étaient au courant que nous devions rester en contact avec Louis Hazan et que tous les ans, le 6 janvier, il envoyait une gerbe de roses à mon collègue de la BRI, l'épouse de mon collègue de la BRI et mon épouse, pour dire encore un grand merci. Et il m'invitait chez lui à la fin, parce qu'il ne pouvait plus beaucoup sortir, un petit repas à midi où on passait tout l'après-midi. Alors lui, vraiment, la police, croyez-moi, il était content du travail que nous avions fait. Et vous avez aussi, vécu l'affaire du baron Empain aussi, en 78. Alors, précisément, dans la foulée de cette affaire Hazan,
Il y a eu 5-6 affaires. Todorov, Réveillé-Beaumont, le banquier Mallet. Le banquier Mallet, c'est une affaire qui a été citée dans les écoles de police européennes pendant des années, parce que la BRI, le patron de la BRI, c'était Leclerc avec adjoint Broussard, BRI que je dirigerai quelques années plus tard, travaillent sur des voyous sans savoir au début ce qu'ils vont faire. Puis, ils comprennent vers la fin qu'ils préparent un enlèvement, mais ils ne connaissent pas l'objectif, et ils voient au bois de Boulogne le banquier Mallet être enlevé, alors qu'il promenait son chien, être enlevé par les malfaiteurs. Ils le jettent dans le coffre d'une voiture, toute la BRI derrière filoche. Ils vont jusqu'en banlieue où les voyous pénètrent dans la villa et les gens de la BRI planquent dehors, attendent que la plupart des malfaiteurs soient sortis. Quand ils ont le sentiment... Alors, au fur et à mesure que les malfaiteurs sortaient, loin de l'endroit du lieu du rap, ils étaient interpellés. Et ils attendent qu'il y a manifestement plus qu'un ou deux, le gardien, pour pénétrer dans le lieu. Je peux vous dire que le banquier Mallet, qui avait été enlevé quelques heures plus tôt, il y a des photos d'ailleurs qui ont été publiées, les monotés, bâillonnés, etc., et qu'il entend police et qu'il voit les policiers, c'était un décor. Alors, ça, c'est pas la dernière affaire. La dernière affaire, c'était en août 77. Là, pendant tout l'hiver, il ne se passe rien et on se dit, les malfaiteurs, ils ont compris qu'il fallait se recycler parce qu'ils étaient marrants à tous les coups. Parce que sur les autres affaires, que Réveillon, etc., pareil, hein, les voyous étaient interpellés au moment de la remise de la rançon, etc. Mais au mois de janvier 78, j'ai oublié le jour, lorsque le baron Ampin est enlevé, les ravisseurs adressent aux gens du groupe un message en disant « Vous allez trouver un message dans une consigne à la gare de Lyon, le numéro de la consigne, avec nos instructions. Surtout, ne prévenez pas la police. » Nos gens de la crime vont chercher le message et avec le message, il y a un petit flacon qui contient l'auriculaire gauche de la phalange des doigts Baron Ampin. Vous savez, on n'a pas eu avant même de faire expertiser, savoir si c'était bien, on a compris que c'était pas bidon. Imaginez notre réaction des flics qui travaillaient sur ces enlèvements en se disant, avec le premier message, on reçoit déjà ce petit doigt. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'était vraiment... Et une scène que je ne pense pas l'avoir racontée dans mon livre, mais j'aurais dû, je pense, la narrer parce que c'est un souvenir que je ne suis pas prêt d'oublier. On est dans le bureau d'Ottavioli, le patron de la crime. Il doit y avoir Leclerc, Broussard, 2 ou 3 inspecteurs. On est en tout une dizaine. On faisait un petit peu le point. Et Ottavioli, tenant entre le pouce et l'index ce petit flacon, vous savez, c'était un taiseux, Ottavioli, il ne parlait pas beaucoup. Mais là, on se dit comment il va réagir. Il nous regarde, il regarde le flacon et il dit « On ne cédera pas. » De le faire, on n'a pas cédé. Alors, je peux vous dire qu'il y aurait eu un problème à l'arrivée, c'est Ottavioli qui aurait dégusté. Parce que je ne suis pas sûr qu'il ait eu des instructions très claires sur ce qu'il fallait faire. Et on est intervenu au moment de la remise de la rançon sur la banlieue sud. Il y a eu une fusillade, un voyou a été tué, 2 de nos inspecteurs ont été blessés légèrement, mais on avait en main l'organisateur. L'organisateur Alain Caillol. Et depuis cette époque-là, alors, un mot sur l'organisateur, Alain Caillol. Qui est devenu écrivain. Pardon? Qui est devenu écrivain. Très, c'est bien, je vois que vous avez lu son bouquin. Non, mais je suis au courant. Alors, quand son bouquin est sorti, il a fait 20 ans de tôle quand même. Hein. Quand son bouquin est sorti, il passait chez Pradel à l'heure du crime, ou je ne sais plus si vous s'appelez, sur Europe 1. Et Pradel l'invite pour présenter son bouquin. Et il dit à Pradel, j'aimerais avoir au téléphone commissaire Cancès. J'avais déjà fait quelques émissions chez
chez Pradel. Et Caillol dit je suis d'accord, mais je voudrais le voir avant. Pourquoi pas? Donc, on prend un pot dans le quartier Saint-Germain un soir. En fait, il voulait s'assurer que je n'évoque pas le nom d'un de ses complices, dont on n'avait pas beaucoup parlé, qui était retiré des voitures, comme on dit en jargon policier. Voyez-vous. Mais je n'avais aucune raison de l'évoquer. Mais j'ai profité de l'occasion pour lui poser la question, comment toi, avec ton éducation, il avait une licence, je crois, toi et ton frère, parce que son frère était dans le coup aussi, élevé dans une famille on ne peut plus bourgeoise, montpelliéraine, je suis origine de Montpellier. Ses parents tenaient un magasin de bibliothèque rue Froidevaux, quelque chose d'énorme. J'ai dit, comment en es-tu arrivé à être fiché au grand banditisme? Et là, il me dit, en me regardant droit dans les yeux, par manque d'affection. Et je lui dis, tu te fous de ma gueule, manque d'affection. Il me dit oui. On avait tout le pognon qu'on voulait, nos parents ne s'occupaient pas de nous, et un beau jour, on est tombé sur des copains d'école à 15, 16, 17 ans, qui nous amènent sur un petit casse, vol-voiture. C'est parti de là, et puis après... L'engrenage. Voilà. Ça nous permettra de faire la transition avec l'actualité. Mais justement, quand vous vivez ce genre d'expérience-là, d'enlèvement, etc., la pression, comment vous la vivez? Alors, si vous voulez, je vous narre la scène du moment où j'apprends qu'on a un enlèvement. C'est le 31 décembre 1976. Je dis pas des bêtises parce que affaire de Breuil, 24 décembre... Non, alors ça devait être le 31 décembre 76. 76, peu importe. Non. Je suis dans mon bureau, petit bureau à Kiki, ok, les affaires, on était logés, faut voir comment. Hein. Mais ce 36, il avait une âme et on se trouvait bien dans ces vieux bureaux crado. Et un collègue rentre à mon bureau, il me dit « Claude, tu es de permanence ?» J'ai dit « Oui. Moi, je m'attendais à passer... Parce que la permanence, c'est 24 heures sur 24. Donc, j'étais en permanence depuis la veille 19h avec tous mes collègues, parce qu'on n'est jamais tout seul, le 36. Depuis la veille 19h jusqu'au 31 décembre, 19h. À partir de 19h, si je n'avais pas dérouillé, comme on dit, c'est pris d'affaires, j'étais tranquille. Mais là, quand le collègue est dans mon bureau, il m'a dit « Tu dérouilles ». Et apparemment, pas une petite affaire, une affaire d'enlèvement, au nom de Dieu. Je dis à ma secrétaire, appelez tout de suite à mon épouse, que ce soir, je ne serai pas au réveillon. On avait quelques amis, etc. Enfin, bref. Et alors là, première réaction, chiant. D'abord, parce que ce n'est pas le bon moment, puis une affaire d'enlèvement, mais tout de suite après, la passion, comment dirais-je, du métier, dire belle affaire. On dit belle affaire. Il se trouve que les locaux de phonogrammes dans lesquels Hazan avait été enlevé étaient situés à 300 mètres de chez moi. J'habitais pas loin. Et que pendant la nuit, alors j'ai pu quand même aller passer un moment chez moi, mais il y avait dans la checklist des surveillances qu'on mettait en place, un petit sous-marin de planque à proximité de la société. Parce qu'on te disait toujours, il faut voir ce qui se passe si les gens qui viennent. Et là, il y avait dans ce sous-marin deux flics, donc Jacques Capella, dont j'aurai l'occasion de reparler après, qui est mort dans des conditions terribles. Et donc j'étais venu boire un peu à la maison. Je l'avais invité en laissant son collègue en place à venir boire un peu à la maison. Et là, ce type-là, si vous me permettez, on refera son portrait tout à l'heure. Ça a été donc passé, une fois qu'on est pris après dans l'engrenage de l'affaire, alors on ne pense plus qu'à l'affaire,
Et voilà, on vit au rythme des appels qui sont passés, avec une ambiance extraordinaire, parce que des gens, des collègues qui passent notre vie au 36, hein, formidable. Je suis affecté au cabinet du directeur général en 1979, où je reste 4 ans jusqu'en 82. Et quand je reviens au 36 comme numéro 2, c'est Jacques Gential, le patron. Celui qui, quelques années plus tard, se retrouvera dans un placard, mais que Jox sortira du placard et créera la police, la sous-direction de la police technique et scientifique. Alors, moi, ce passage au cabinet directeur général a été très, très formateur pour moi, parce que j'ai découvert à la fois la police nationale, toutes ces structures, comment ça fonctionne, la promesse, etc. Et puis, les polices européennes, parce que je coiffais les relations en matière de terrorisme et à toutes les réunions européennes. Je les organisais en France et j'ai participé, bien entendu, à l'étranger. Heureusement, l'Europe, ce n'était pas 27 pays à l'époque. On était plus nombreux. Voilà. Donc, effectivement, quand on me propose de revenir au 36 comme numéro 2, je dis oui tout de suite. Oui, tout de suite. D'autant plus que Jacques Gential était un... Vous voyez le hasard, un vieux copain. On était pions ensemble avant de partir dans la police à Montpellier. Incroyable. Oui, Incroyable. Oui, oui. Et justement, à un moment donné, vous devenez fameux patron du 36 de 93 à 95, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça vous a fait maintenant d'atteindre le Graal, si on peut dire ça comme ça? Alors, vous permettez qu'on s'arrête 2 minutes oui. sur la crime comme numéro 2? Oui, bien sûr, allez-y. Je vous ai dit tout à l'heure que je rêvais, comme tout un chacun, d'être... Je n'ai jamais eu d'ambition comment dirais-je? Je n'ai jamais fait de projet de carrière. Bon, c'est le hasard fait que on m'a proposé des postes au moment où... Et puis j'ai pu progresser comme ça. Mais là, quand je suis chef adjoint de la crime, je suis quand même au mois d'août 82 patron par intérim, parce que Jacques Gential est en congé. Donc, j'occupe le bureau de Maigret. Et août 82, on en prend plein la figure. 6 août 82, rue des Rosiers, 6 morts, 20 blessés. Presque toutes les nuits, il y avait des attentats. Les Corses, les Bretons, Action Directe, les Palestiniens. C'est quelque chose de fabuleux. C'était un mois terrible. Et j'ai vu ce que c'était que d'être patron de la crime encore une fois, avec des hommes. Mais les femmes n'étaient pas encore arrivées, elles arrivaient plus tard, mais vraiment une ambiance fabuleuse. On a passé notre mois d'août au 36, avec des renforts des brigades territoriales, évidemment. Et pour terminer ce mois d'août, le 29 août, j'allais respirer parce que mon collègue Gential allait rentrer et prendre la tête. J'allais revenir dans mon bureau. Et 29 août 82, les Irlandais de Vincennes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si. Voilà. Alors là, ça a été l'horreur parce que on a pris cette affaire qui a été montée de toutes pièces par l'équipe de Paul Baril, hein. Proto coiffant tout ça, mais le pauvre vieux, il s'est retrouvé dans la galère. Et donc, on a travaillé sur cette affaire plus qu'on aurait dû travailler. On a compris dès le début que c'était bidon, mais on a travaillé encore plus que si l'affaire n'avait pas été réelle. Et puis, tout s'est dégonflé et on a bien vu que les gendarmes, les Baril avaient monté cette affaire qui était annoncée comme une affaire de terrorisme au départ, arrestation exceptionnelle. Voilà. Donc, j'étais bien content de voir mon patron reprendre les rênes. Et justement, il y a aussi une enquête, puisque là, vous avez parlé d'Action Directe, mais il y a aussi le gang des postiches qui vous a marqué.
Alors, ça, c'est avant d'être... quand je suis chef adjoint, Broussard, qui était le patron de l'anti-gang, est appelé au ministère de l'Intérieur, au secrétariat auprès de Franchissi. Il y avait un secrétariat d'État. Il est affecté là et quelques mois après, il fait venir son adjoint, Kerry, qui l'avait remplacé à la tête de la VRI. Et lorsque Kerry s'en va, il est reçu par le directeur de l'époque et qui lui dit qui vous verriez pour vous remplacer. Alors, Kerry était un ami, mais ce n'est pas parce qu'il était un ami qu'il prononce mon nom. C'est comme j'avais travaillé sur l'affaire Hazan, il dit au directeur Touraine, à l'époque, je pense que quand Cesse a travaillé sur ces affaires d'enlèvement, il est tout à fait apte à accepter le poste. Voilà, on m'a proposé le poste, je n'ai pas refusé. Donc, j'ai travaillé pendant entre 83 et 87 à la tête de la BRI. Là aussi, des flics d'une disponibilité totale. Vous savez, je cite toujours les conditions dans lesquelles cette BRI a été créée par François Lemoyle, qui était patron d'une division de police judiciaire à l'époque, et qui s'était rendu compte que ses collaborateurs passaient plus de temps à taper des procès-verbaux sur les Olympiens, les machines à écrire, à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, que sur le terrain. Il a proposé au directeur, qui a accepté cette proposition, de créer un service où, deux principes. Le premier, on partirait, au lieu de partir du crime pour aller arrêter vers les auteurs, les criminels, on part des criminels potentiels et on les prend en flagrant délit au moment des braquages, parce que c'était surtout les braquages qui étaient intéressants. Cette BRI a fait... Alors oui, avec deuxième principe, quasiment pas de papier. Un procès-verbal d'interpellation, et après, les interrogatoires, la BRB ou les divisions de police judiciaire, les commissariatoires exécutés aussi par notre service. Ce qui veut dire que la BRI interpellée, je prends dans l'affaire Hazan, le soir interpellée, dès le lendemain, la BRI pouvait repartir ou poursuivre les équipes sur lesquelles elle était fabuleux. Elle a fait des petits, cette BRI. Et maintenant, nos collègues, ils se plaignent de quoi? Nos collègues sur le terrain. Des complexités des procédures. Ils disent qu'ils passent plus de temps sur leurs ordinateurs que sur le terrain. Et c'est vrai. C'est ce qui est terrible, parce que tous les gouvernements qui se sont suicidés, premiers ministres, ministres intérieurs depuis 30 ans, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, il faut simplifier les procédures, pas que policières, les procédures administratives. Les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils réclament? Une simplification des procédures. La paperasse les envahit. Et les flics, c'est pareil. Vous savez, on a un exemple très concret. À l'époque, lorsque vous étiez en garde à vue, la notification de votre garde à vue, c'était un petit procès-verbal faisant comparaître Dupont-Jules, lui notifiant qu'il est mis en garde à vue pour telle et telle raison. Après avoir lu, persiste et signe ou refuse de signer, 5 minutes le temps de taper le procès-verbal. Le même acte de procédure mobilise un officier de police judiciaire à plein temps pendant la durée de la garde à vue. Et puis la présence de l'avocat. Bon, ça, on ne pouvait pas y échapper. L'avocat, il est là. Mais ça complexifie les procédures. C'est quelque chose de fabuleux. Et justement, parce que vous avez, dans votre carrière, vous avez traité de grosses affaires. Donc, tout à l'heure, vous parlez de l'affaire de Breuil, Baron-en-Pin, l'affaire Hazan, le gang des postiches, Action Directe, Florence Réaudry-Maupin, et d'autres qui ne sont pas forcément médiatisées. C'est quelle affaire qui vous a le plus marqué? L'affaire qui m'a le plus marqué, il y en a deux. Lorsqu'on fait ce métier, on sait que c'est un métier à risque et que, pour votre propre intégrité physique, mais aussi pour celle de vos collaborateurs. Bien sûr. Et lorsque vous avez des responsabilités,
et que vous avez un gars au tapis, ça fait mal. Le gars de Postiche, un de mes flics, tué. Jean-Pierre Biraud, mon adjoint, s'est pris une balle en séton. Un miracle qu'au moment où il sent le canon du voyou sur sa tête, il baisse la tête, il s'en tirait avec quelques points de suture, sinon il était mort. Bon, et nous étions au milieu de la fusillade, mon collègue Omer, c'est moi. Enfin, reparler de cette affaire, et dans le détail, ce serait assez long. Bon. Donc, c'est la mort d'un collègue, alors celle qui m'a le plus marqué, je vais vous parler de Jacques Capella. Et Jacques Capella, nous étions connus à la brigade mondaine, jeune inspecteur. Et dans la fusillade de l'ambassade d'Irak, le 31 juillet 1978, en gros, prise d'otage par un Palestinien. En fin d'après-midi, il commençait à se rendre. Alors là, moi, j'étais là en tant que commissaire à la crime, mais la BRI était là pour l'interpeller. Il l'interpelle, il se rend, donc il n'y a pas de souci. Ils le conduisent dans la voiture d'Ottavioli qu'on avait avancée. Ottavioli était au volant, moi j'étais à côté. Et Jacques Capella, derrière moi, encadre le terroriste, avec de l'autre côté Roland Séjar, qui était un copain avec qui on avait débuté à la brigade mondaine. Fusillade énorme. Ottavioli et moi, on était dans un cercueil, quoi. Et ce qu'on ignorait, c'est que l'ambassadeur d'Irak avait donné des instructions à les gardes du corps dans l'ambassade de tuer le terroriste lorsqu'il serait sorti de l'ambassade, craignant sans aucun doute qu'il nous fasse des révélations susceptibles de nuire à son pays. Et donc les gardes du corps ont tiré à tout va, le terroriste, pas une égratignure, mais quand la fusillade s'arrête, on sort. À mes côtés, j'ai Jacques Capella, les bras tendus, les yeux revêchés. Il était mort. Et alors, figurez-vous que le 31 juillet 1978, il était en congé. Il devait reprendre son boulot le 1er août, mais il entend à la radio fusillade à l'ambassade d'Irak. Il téléphone à son service. On lui confirme, on lui dit tous tes copains sont sur place. Il ne demande pas s'il peut y aller. Spontanément, il y va. C'est ça l'ambiance du 36. Cette espèce de solidarité, de disponibilité totale. Il vient et il en est mort. Alors, ça peut vous dire que cette affaire-là, je pense au moins une fois par semaine, je revois cette scène. Et la seconde, dans laquelle j'étais moins impliqué, mais toutes les structures du 36 étaient impliquées, c'était la prise d'otage à Neuilly dans une école maternelle par Human Bomb. En deux mots, j'étais sur place. Pourquoi ? Parce que dans toutes ces affaires-là, le service opérationnel est maître d'œuvre. La BRI, dans les affaires d'enlèvement, c'était la BRI qui décidait de l'intervention au moment opportun, etc. Avec le feu vert des autorités. Mais enfin, le top, c'était le chef du service. Là, c'était le RAID. Et je vais sur place, pourquoi ? Parce que la BRI était un renfort du RAID pour une éventuelle filature aussi. On était obligé de laisser sortir. La BRB, pareil, un renfort. La criminelle pour l'enquête. Le laboratoire pour ce qui concerne les explosifs. L'identité judiciaire. Bien, bref, toutes les principales structures du 36 étaient sur place. En tant que directeur, c'était normal que je sois là. Mais encore une fois, le service, le mérite de la réussite revient au RAID et au chef du RAID, qui a été d'une discrétion. Il est décédé depuis, mais qui n'a jamais voulu être interviewé, et je le comprends. Et là, je venais d'arriver sur place et j'étais à côté du chef du RAID. Il entend dans l'oreillette qu'on lui annonce l'arrivée du ministre Sarkozy. Et on se regarde tous les deux, on dit on n'est pas dans la merde, un ministre sur place. Ce qu'on avait oublié, c'est que ce n'est pas le ministre qui venait, c'était le maire de Neuilly. Et le maire de Neuilly, sa présence était on ne peut plus indispensable. Alors, pour aller à l'essentiel, ce n'est pas du faillotage parce que Sarkozy, ce n'est pas ma tasse de thé. Il a été bien, il a sorti des gosses de la classe, comme l'ont fait d'autres parents, comme on le ferait avec l'assistance du RAID. Et donc, cette affaire-là m'a marqué. Pourquoi ? Parce que pendant
plus de 40 heures, on a eu une épée de Damoclès. On a su que le terroriste avait sur lui des explosifs, était capable de faire sauter l'école à tout moment. Il avait sur des tracts renéotypés, il avait annoncé la couleur. S'il n'avait pas la rançon, il se faisait sauter l'école, etc. Il y avait un décalage énorme entre, comment dirais-je, ses menaces écrites et son comportement vis-à-vis des gosses. On a compris qu'il ne voulait pas faire du mal aux gosses. Mais l'épée de Damoclès, c'était son pouce sur le détonateur qui pouvait à tout moment, sous l'effet de la fatigue, faire déclencher l'explosion. Alors, je peux vous dire que j'étais dans le bureau de Sarkozy, le bureau de la directrice. Il y avait Sarkozy, le chef du raid et moi. Et le chef du raid apprend par son adjoint qu'il venait de pénétrer dans les lieux parce que il y avait un code qui avait été mis en place entre l'infirmière du SAMU. Il avait demandé une télévision. On avait une télévision, on voyait tout ce qui se passait. Donc, elle ouvrait sa blouse, c'est qu'il dormait. Donc, il s'était endormi sous l'effet d'un produit qu'on lui avait mis. Et donc, les gens du raid interviennent. Les derniers gosses, s'ils sont libérés, ça les sort. Mais ils bougent au moment où deux collègues du raid interviennent. Et l'un d'eux le tue. Alors, il y a eu une polémique, on a assassiné, bien sûr. Exactement, ouais, c'est ça. On disait, est-ce qu'il a reçu des ordres Enfin, est-ce que c'est Charles Pasqua qui a dit qu'il fallait l'éliminer, etc. Effectivement. Oui, il a eu une parole un peu provocante, si je puis dire, à la fin, en disant, je crois... la justice est passée ou je sais pas. Il a eu une malencontreuse qui a été interprétée comme quoi il avait donné l'ordre. Voilà, alors c'est totalement faux. Il n'a jamais de l'ordre. Jamais. Je peux vous dire, j'ai assisté, parce que Pasqua a appelé le chef du raid dans le. On n'avait pas de poste radio, de téléphone portable à l'époque. C'était la ligne directe de la directrice. Là. Et il n'a jamais dit, donné l'instruction pour intervenir. Au moment le plus important, feu vert, mais jamais. Mais justement, là, on parle de Charles Pasqua. Tout à l'heure, on en a parlé en off. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'anecdote sur ce qui s'est passé place de Nation avec l'affaire Florence Ray et Audrey Maupin Alors, je vous disais au micro que je fais partie des collègues, et je ne suis pas le seul, à dire que nous avons eu deux grands ministres à l'Intérieur à notre époque, Pasqua et Joxe. Ils ont, vous savez, la plupart des ministres intérieurs, lorsqu'ils arrivaient place Beauvau, ça n'a pas dû beaucoup changer. Ils ouvrent le coffre et voir qui couche avec qui. Ça, alors, je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas fait, eux, mais ils ont pris les dossiers police à bras le corps et ils ont fait avancer, notamment en matière de police technique et scientifique. On n'aura peut-être pas le temps de s'y étendre, mais alors, quand je fais des conférences dans le Gers, c'est que je parle de Pasqua. Oh là là, Pasqua, mais c'est un voyou. Alors, je ne dis pas qu'il n'a peut-être pas commis quelques imprudences, mais très sincèrement, et je le dis vraiment, je suis très sincère, je pense que ce n'était pas un homme d'argent et que s'il a fait profiter peut-être des membres de sa famille de certaines, ce qui lui permet de son pouvoir de mission intérieure, mais il est un serviteur, un serviteur. Alors évidemment, Joxe, c'était autre chose. Lui, c'était vraiment comment dirais-je, la rigueur même. Vous savez, quand vous rentrez dans le bureau de Joxe, vous n'invitez pas à boire un whisky. Alors que Pasqua, la première fois que je rentre dans son bureau en tant que directeur, oui, une anecdote très rapide. Quand je suis nommé par la gauche en janvier 93, et on sait que à l'Élysée, ils savent que la droite va remporter les élections. Et il y a un conseiller technique qui dit qu'il ne faudrait pas nommer un socialiste à la tête de la PJ parce que dès que la droite va arriver, on le débarquait. Il faudrait choisir un type professionnel qui ne soit pas marqué. Et quand le préfet de police m'a annoncé que j'allais être son candidat, en me disant
apparemment, vous n'êtes pas marqué politiquement. On sait que vous avez votre carte de police avant votre carte de parti. C'est pour ça que j'ai été nommé. Et quand Pasqua est arrivé à l'intérieur, première réunion avec son staff, il passe en revue tous les directeurs. Et ils arrivent sur le directeur de la PJ Cancès, et il y a un petit collègue. Je le tiens de la bouche de quelqu'un qui a assisté à la réunion, d'un collègue, qui s'est développé. Il dit, mais monsieur le ministre, Cancès, il a été nommé par la gauche. Qu'est-ce qu'il faut, ce Cancès? Il fait bien son boulot. Personne n'y a rien. On va le garder pour l'instant. Et il m'a gardé, on s'est bien entendu. Et la première fois qu'il me reçoit dans son bureau avec Massoni, c'était parlé pour évoquer les affaires, notamment dans la ville de Paris. Chirac, qui était emmerdouillé avec les HLM, la ville de Paris. Et j'arrive dans son bureau. Je connaissais le bureau puisque j'avais été au cabinet du directeur général et j'avais fréquenté ce bureau. Je vois au fond du bureau, il y a un petit guéridon avec une bouteille de whisky et puis de la charcuterie autour. Et il s'approche de moi, il me dit, monsieur le directeur police judiciaire, on m'a dit qu'on boit beaucoup à la PJ, c'est vrai? Je dis, monsieur le ministre, on a eu bu, mais on boit beaucoup. Hein. Eh, vous boirez bien un petit whisky avec moi. Tout à l'heure, comme je disais en off, vous m'avez donné une anecdote concernant Charles Pasqua lorsqu'il y a eu l'affaire Audrey Maupin et Florence Ray qui avaient tué des policiers, pris en otage un taxi, qui avait tué un taxi. Qu'est-ce que Pasqua, en fait, quelle a été la réaction de Pasqua justement en place de la Nation, comme vous le disiez? On s'est retrouvés après, en pleine nuit, dans le bureau du préfet de police, Massoni, mon collègue Pierre Ottavi, qui était le patron de la sécurité publique, des gardiens de la paix, Pasqua et moi. Donc, 3 Corses et moi. Ils n'ont pas parlé le langage corse, ils n'ont pas le langage. Mais, pas plus tôt arrivé, cette scène, je ne sais pas plus. Pasqua s'affale dans un fauteuil, se tourne vers Massoni, Philippe, la mort d'un flic, c'est terrible. 3, c'est insupportable. Je vous jure qu'il avait les larmes aux yeux. Ça, et il ne faisait pas du cinéma, et c'est pas dans Cancès, c'est les 3 Corses qui étaient là. Non, c'était vraiment... voilà. Alors, une autre anecdote, pour vous dire si le hasard, dans ma vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Florence Ray, qui est sortie de prison depuis, bien sûr, ses parents habitaient un petit village du Gers, pas loin de ma maison. Et je joue à l'époque dans une bandasse. J'ai arrêté avec cela parce qu'ils vont trop loin, je ne peux plus y aller. Mais du saxophone, vous savez ce que c'est, les bandasses? Les fanfares. Hein? Okay. Et on joue dans un petit village où le tromboniste qui avait lu mon livre, et il me dit, tu sais que les parents de Florence habitent dans le village. C'est extraordinaire. Hein. Je jouais du saxophone et je sais qu'avec ses parents, sa maman était malade, son papa aussi. Enfin bref, ça n'est pas terrible. Après, le fait d'être patron du 36 de 93 à 95, vous vous retrouvez à l'IGPN. Dans votre livre, qui est ici justement, Histoire du 36, que je montre là, des éditions Mareuil, vous le vivez comme... En fait, vous parlez de vous demander à aller à l'IGPN, qui vous considérez comme un cimetière, il me semble. Vous le vivez comment ça? Vous le vivez comme une désillusion, le fait qu'on vous écarte? Comment vous le prenez? Alors, déjà, je savais que je n'étais pas propriétaire de mon poste, qu'on était sur un siège éjectable, mais les conditions dans lesquelles j'ai été vidé, surtout la période, parce que voilà, j'ai été vidé le 18 décembre 95, et comment dirais-je, je pense que le ministre aurait pu attendre, c'est passé les fêtes en famille. Enfin bon, j'ai accusé le coup. Ce que j'ai pas apprécié, c'est que je savais par des fuites que mon poste était vacant parce que mon collègue, et je connaissais le nom de mon successeur,
Olivier Foll, avec lequel j'ai toujours entretenu de bons rapports, et même après, quand il a accepté mon poste. Et le ministre donc me reçoit. Donc c'était au mois de novembre. Un soir, le préfet de police me dit le ministre veut vous voir demain, Jean-Louis Debré, pour évoquer les affaires chiraciennes, la ville de Paris, etc. Ah, je lui dis, me veut voir tout seul? Elle me dit oui. Je dis, mais quand je vais le voir, je suis à vos côtés, monsieur le préfet. Là, en fait, j'ai passé 1 heure dans le bureau de Jean-Louis Debré. Il voulait m'annoncer qu'il me vidait, mais il n'a pas eu allez, employons le mot, le courage de me le dire, parce qu'il a avancé des arguments qui étaient manifestement d'ordre politique. Et voilà. Alors, par contre, le jour où je suis vidé, c'est le préfet de police qui m'a dit à partir de demain, vous n'êtes plus directeur. J'ai dit, où je vais? Ah, je ne sais pas. Dans l'esprit du ministre, comme la plupart beaucoup de collègues partaient dans le privé, j'allais être aspiré par une entreprise, etc. Et puis j'ai dit non, il me reste 2 ans à faire. Si vous voulez me mettre au cimetière des éléphants, à l'inspection générale de la police nationale, pas de problème. Alors au sujet de cette inspection générale, d'ailleurs, ça devrait être un service de pointe. Ça a changé d'ailleurs. Hein, c'est un peu comme, à l'époque, c'était effectivement, on mettait tous les gens dont on ne voulait pas retirer des services actifs. Hein. Voilà. Ouais. Non, donc, parce qu'en fait, quand on lit votre livre, on voit que vous le prenez comme une sorte... En fait, vous avez de l'amertume comme quoi, en gros, vous avez quand même rendu des services, mais on vous a... Oui, si vous voulez, j'ai cette amertume et cette peine momentanée, il faut bien dire ce qui est, a été un peu compensée parce que tous les médias ont souligné le fait que ce n'étaient pas mes compétences professionnelles qui étaient mises en cause, mais uniquement des raisons politiques. Hein. Et oui, j'ai même reçu, je vais vous le dire, 3 coups de fil qui m'ont fait plaisir. De Sarkozy, qui était à ce moment-là, il était encore au budget, je crois, oui, pour me dire qu'il ne trouvait pas ça normal. Jox, que j'avais eu comme ministre, pareil, et Pasqua. Donc, ça fait, quand vous avez 3 ministres qui vous appellent pour remonter le moral, c'est... Ah bah oui, ça fait toujours plaisir. Mais justement, vous prenez votre retraite en 98, donc ça fait à peu près 35 ans de carrière dans la PJ parisienne. Est-ce que vous avez eu des regrets par rapport à votre carrière? Quels ont été vos regrets si vous en avez eu? Je reviens aux affaires qui m'ont le plus marqué. Dans l'affaire Capella, j'étais son patron. Enfin, j'avais un patron au Tavuli, mais moi, son patron direct, c'était moi. Et je m'en suis voulu de ne pas, comment dirais-je, prévoir un dispositif de sortie, éloigner les gardes du corps de devant l'ambassade pour faire place nette qu'on n'ait pas de souci, parce que c'est sûr que... Mais là, on était tellement... on ne pouvait pas imaginer que... etc. Et puis dans le Gang des Postiches aussi, nous avons eu une intervention, mon collègue Mers et moi, on n'aurait pas dû sortir de la voiture au moment où les voyous deux des voyous allaient monter dans une voiture et nous avaient repérés. L'affaire a foiré, et alors là, il y a eu une fusillade et je m'en suis voulu, et je m'en vais encore, bien entendu. Oui, un de nos inspecteurs ayant été tué. Mais à côté de ça, ce sont j'ai eu de grandes satisfactions, ne serait-ce que cette ambiance de solidarité, des gens qui passent leur vie au boulot, c'est fabuleux. Et est-ce qu'il y a une affaire que vous aurez voulu traiter, que vous n'avez pas pu traiter, mais que vous aurez voulu traiter?
Mais si vous voulez, quand j'étais directeur, j'aurais bien aimé être le patron de la crime pour travailler sur les tueurs en série. Guy Georges, Thierry Paulin, etc. Mais je la suivais je suivais ses affaires au jour le jour. Hein. Jour le jour, hein. Jacques Mérine, ça vous aurait pas intéressé de travailler là-dessus? Pardon? Sur l'affaire Jacques Ah Mérine? ben, oui, pourquoi pas, mais enfin, vous savez, Jacques Mérine, je vais vous dire une chose. Je vais dans les salons, comme je vous le dis. Il y a 4-5 ans, j'étais dans un salon à côté de Clermont-Ferrand, le salon de Roya Chamaillère. À ma gauche, j'avais un magistrat qui dédicaçait son livre, et à ma droite, j'avais François Besse. Ah, François Besse, ça vous dit quelque chose, bien hein, sûr. c'est bien. Alors, je peux vous dire qu'on a passé 48 heures. J'ai plus papoté avec le voyou qu'avec le magistrat. Et quand il me parlait de Mesrine, pour aller à l'essentiel, Mesrine n'était pas tellement, même pas du tout apprécié par les autres voyous. Hein. C'était un type qui était considéré comme égoïste, lui avant tout, etc. Et puis, pas un gentil collègue. Donc, l'arrestation de Mesrine, elle s'est faite alors que j'étais au cabinet du directeur général. Bon, de toute façon, ce n'est pas le patron de la Varie qui fait tout le boulot. Ce sont les gens sur le terrain et qu'on dirige. Hein. Et justement, là, on parlait du 36. Là, tout à l'heure, vous avez parlé le 36 a déménagé. Maintenant, c'est 36 Bastion dans le 17e. Vous avez été à l'inauguration Oui. en 2000. Le fait de voir que l'adresse a changé, qu'est-ce que ça vous a fait, le fait que ce bâtiment-là soit délaissé? Alors, si vous voulez, je fais partie de ceux qui, ayant vécu longtemps en 36, a versé une petite larme. Mais quand on dit le 36 n'était plus devenu opérationnel, il n'a jamais été opérationnel. Vous savez, une commission de sécurité aurait visité les lieux, fermé le 36. Alors, quand on rentrait dans ces locaux, Maigret, Simonon, dans le personnel Maigret, a souvent décrit ces locaux crado. Il y avait, quelque chose, quand vous pénétriez dans les bureaux, ce mélange, à l'époque que tout le monde fumait, c'était ce mélange d'odeur de tabac froid, les murs n'étaient jamais de moisissure, c'était quelque chose. Mais ce 36 avait une âme. Et je reprendrai la phrase de Franck Herriot que je cite dans mon livre. Ce sont les hommes qui fabriquent la mémoire des pierres et pas le contraire. et oui. Mais c'est vrai que le Bastion, géographiquement, le site n'est pas bon, hein, mais ils travaillent dans de meilleures conditions, c'est incontestable. Et justement, parmi les policiers célèbres que vous citez dans vos livres, donc il y a Ottavioli, il y a Maurice Bouvier, Martine Monteil, François Lemoel, Robert Boussard et d'autres. Moi, en tout cas, c'est ceux que j'ai notés. Ouais. Qui est la personne qui vous a le plus marqué parmi tous ces gens-là? Pierre Ottavioli, incontestablement. Par sa personnalité, c'était, comment dirais-je, déjà c'était un taiseux, comme je dis. Hein. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait une vista et... Vous savez, affaire Rampin, 78, jusqu'aux affaires de la crypto-monnaie, les voyous du grand banditisme, la fine fleur du grand banditisme français, ne s'est plus livré à ce genre. Il n'y a plus d'enlèvement comme ça. On a vu renaître avec la crypto-monnaie, mais dans d'autres conditions. Là, on est passé de la monnaie sonnante et trébuchante à la crypto-monnaie. Alors, c'est plus facile par le canal à petite souris de se faire remettre des rançons que d'aller sur le terrain la chercher. Et alors, je dois dire que j'ai été impressionné par les compétences de nos collègues actuellement à la PJ, notamment la sous-direction des affaires financières et le service qui s'occupe de la lutte contre la cybercriminalité. Ils sont 60, des gens super compétents, auxquels on fait pratiquement toutes les affaires criminelles. On fait appel à eux. Le numérique. Et là, ces voyous-là, qui sont dans la crypto-monnaie, il y a un moment qu'on n'a plus parlé, et on ne va plus en parler beaucoup. Pourquoi ? Parce que travail efficace de nos collègues,
les arrestations. Vous avez vu, ils se sont inspirés du bar en pain les 2-3 premières affaires pour envoyer le petit doigt. Et j'ai confiance. Donc, pourquoi Ottavioli, donc, a laissé cette trace de fermeté, et un autre patron aussi, quand même. Alors, il y a Broussard, bien entendu, hein, mais François Lemoyne, le créateur de la BRI, c'est quand même... qui a dirigé l'UCLAT, hein, qui a fait partie était à la tête de l'Office central des stupéfiants, démantèlement de la French Connection. Voilà, oui, si vous voulez. Si j'avais donc à citer 2 patrons, 2 références, Lemoyne et Papa Oscar, comme on l'appelait. Mais vous rendez aussi un hommage à Martine Monteil, dont vous parlez d'elle. Ah, Martine Monteil, c'est une femme extraordinaire. Alors vraiment, oui. Oui, non, mais elle est dans la lignée des Ottavioli et des Lemoyne. D'ailleurs, vous savez, ce qu'on s'est passé, que son père a été inspecteur à la BRI sous les ordres de Lemoyne. Et je l'ai bien conduit. Et j'ai vu Martine Monteil monter les marches du 36 en culotte courte. Hein, donc, lorsqu'elle a fait tomber Madame Claude, je cite cette anecdote, je suis à l'origine de sa nomination à la tête de la brigade proxénétisme. Elle avait dirigé le groupe des stupéfiants à l'ancienne brigade mondaine. Et lorsqu'il a été question de créer ce service, on a scindé la brigade des stupéfiants et du proxénétisme en 2, brigade stupéfiants et proxénétisme. Et qu'on a décidé avec mon chef sanguin de nommer Martine Monteil, il a fallu se battre auprès du préfet de police parce que lui, il était un peu misogyne, la femme. Et là, elle a cartonné dans tous les services où elle est passée. Et là, j'étais directeur adjoint quand elle a fait tomber Madame Claude. Et on rappelle, Madame Claude, c'est une ancienne proxénète qui était très connue. Et justement, là, vous avez parlé de cybercriminalité, on parle d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe avec tout ce qui est narco-banditisme ? Alors, c'est une page, il faudrait beaucoup de temps pour évoquer. À la fin du bouquin, je consacre un chapitre aux racines du mal de la société. Ok ? Je cite un rapport des renseignements généraux de Toulouse qui concerne le Mirail, un quartier de Toulouse, un des quartiers très connus pour... La description qui est faite sur la délinquance des mineurs à cette époque-là, ce rapport date de 1990, rien n'a changé. À l'époque, dans ce quartier, habitait une famille Klein. Famille Klein qui était catholique, chrétienne, qui se sont convertis à l'islam, qui sont partis au Moyen-Orient, et l'un des frères, Fabien Klein, a revendiqué le Bataclan. Ok ? Alors, si vous voulez, la fin du rapport DRG, je l'ai toujours sur moi. Incroyable. Indépendants économiquement, ces groupes de délinquants, on parle du Mirail, hein, ont totalement renoncé à l'idée d'un emploi et rompu avec les valeurs de notre société. Ils sont autonomes et sans la moindre relation avec l'univers social, institutionnel. Ils l'ignorent, le méprisent et le contournent. Le tissu associatif n'a plus aucune prise sur eux. Certains mineurs délinquants font vivre leur famille et bénéficient de la complicité passive des parents. Moi, je dirais parfois active. Face à ce nouveau type de délinquants, les outils traditionnels de réinsertion sont dépassés. 90. Narcotrafiquants. La délinquance des mineurs. L'âge, à notre époque, on ne voyait pas des membres de 7, 8 ans, 10 ans vendre de la drogue au pied des immeubles et des missions. Des parents, les parents. Alors, quand j'ai dit ça, que vous prenez le métro à 6 heures du matin et que vous voyez dans le métro, c'est
ces mamans, si je puis dire, d'origine maghrébine en général, à moitié endormies, qui vont au boulot faire des ménages, qui rentrent le soir tard, qui ont 3 enfants à la maison, dont le papa n'est plus là, famille monoparentale. Ces mamans, on ne peut pas les mettre en prison. Par contre, la difficulté, elle est que vous avez des parents qui vivent du produit, du trafic. Et cela, j'entends encore là, en permanence depuis 20-25 ans, il faut supprimer les allocations familiales. Il faut mettre les parents au trou. Ceux qui vivent du produit, ils sont complices. Hein, voilà. Les racines du mal de la société, pour moi, elles sont là. Mais là, vous sentez qu'il y a quand même une augmentation quand même du narco-banditisme. Vous voyez les narcos, comment on appelle, narco-homicides, oui, etc. bien sûr. Pourquoi il y a une augmentation? Parce qu'il y a une augmentation de consommateurs. Et vous savez, ces dernières semaines-là, on a vu le patron de l'INA qui a pris un flagrant délit en train d'acheter, je ne sais pas... La cocaïne. De la cocaïne, c'est ça, oui. Vous en avez entendu beaucoup parler depuis de cette affaire? Hein? Non. Eh oui. Non, c'est parce que là, en tout cas, voilà, ils ont mis en place une prison justement pour incarcérer, je crois, les 100 trafiquants les plus dangereux. Oui, bah ça c'est c'est une bonne chose. Hein. Au moins, ils vont pas s'évader. Hein. Ils vont pas s'évader. Ouais. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant justement que vous parliez d'actualité parce qu'il y a aussi des histoires de corruption aussi dans l'actualité. Les corruptions de magistrats, corruption de greffiers, corruption de policiers aussi. Oui. Donc, là aussi, il faut être intraitable. On le sait. Je parle de la police. La majorité des policiers sont intègres, honnêtes. Mais ceux qui font les camps, il faut les punir et rapidement. Alors, ce n'est pas une question d'école de police, c'est là encore. Hein. Prenez le passé des policiers ou des greffiers comme des corrompus. Allez aux racines, vous verrez l'éducation. Moi, je cite toujours mon exemple. Mon père était militaire de carrière et il part à la guerre en 1939, j'ai 1 an. Et pendant 5 ans, je suis élevé par une maman, des oncles, des tantes, le roi du pétrole. Le pauvre petit, son papa va pas revenir de la guerre, etc. Je faisais ce que je voulais. Les mots, s'il vous plaît, merci, absent de mon vocabulaire. Il a attendu 1 semaine, délai de décence, pour m'envoyer une baffe. La gifle, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai pris dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours la main qui s'élève vers le ciel où j'ai dit ça, c'est pour toi. Ça a suffi. Et il m'a remis. Alors maintenant, évidemment, si on donne une fessée, nous on a eu de chance. Mon épouse m'a fait un gosse qui n'a pas eu besoin de fessée, qui a été fabuleux. En tout cas, je vous remercie. Donc, je remonte votre livre, il est là. Histoire du 36, Claude Cancès. Voilà. Claude, on a une rubrique ici, lecture. Est-ce que vous pourriez recommander 3 livres à lire, carte blanche, si vous avez des livres à recommander, si vous en avez, bien sûr. Alors, des livres hors police, enfin. Ce que vous voulez. Ce que je voulais. Alors, je recommande les Contemplations de Victor Hugo. Enfin, j'aime bien Balzac. On retrouve des personnages avec la comédie humaine. Hein. Ok. Et puis, elle est prix du Quai des Orfèvres. Chaque année, vous savez que il y a un jury donc, je fais partie du jury en tant qu'ancien directeur, qui délivre un polar, qui sont en général pas mal. Sachez ici qu'on a une tradition, c'est que l'autre il repart avec un livre. J'ai un livre pour vous. Je vais vous offrir un livre. En espérant que vous ne l'avez pas déjà. Le voici. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir, s'il vous plaît? J'espère que vous ne l'avez pas. Est-ce que vous... C'est bien. Je
envie de lire, oui. Vous pouvez lire Les Enfants du Purgatoire, Claude Ardide. Oui. Et bien sûr, dans la brigade des mineurs de Marseille. Parce qu'on n'en a pas parlé, vous en parlez aussi dans votre livre, des brigades des mineurs. Ah oui. Avec tout ce qui est là, avec tout ce qui se passe actuellement, la ZE et tout. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez le montrer à la caméra, s'il vous plaît, juste le lever? Oui. Voilà. Les Enfants du Purgatoire, donc Claude Ardide qu'on a reçu ici. J'ai 2 dernières questions pour vous. Quel héritage souhaiteriez-vous laisser derrière vous aux autres? Ne pas tricher. On est obligé parfois, pour des causes nobles, de tricher, par un ami qui est gravement malade et on ne lui dit pas la vérité. Mais ça m'a toujours, cette ligne connue m'a toujours servi. Je fais une bêtise, je fais une connerie, j'avoue. Et puis quand on a la chance d'être à la tête d'un service ou d'une équipe de police judiciaire, comment ça m'est arrivé, avant de prendre une décision, de prendre l'avis c'est le travail d'équipe, c'est ça, hein, le travail d'équipe. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoute, que ça dure, que ma petite épouse soit toujours aussi sympa qu'elle l'est, mais on est bien conscient, hein, on est lucide, hein, on est plus près du départ que de l'arrivée. Non, je pense surtout à notre jeunesse à l'heure actuelle qui, je suis comme beaucoup de Français inquiets sur l'avenir et que va dire nous. On a eu la chance, mes générations, de vivre comment dirais-je, l'après-guerre, la France qui s'est reconstruite, vraiment. Mais là, on est dans un monde où nos jeunes, je ne sais pas ce qu'ils vont connaître. J'ai quand même un petit espoir parce que, si vous voulez, dans le département dans lequel je vis, le Gers, je vous ai dit, je fais du saxophone avec des jeunes qui sont formidables. Ils font de la musique, ils font du sport, les études, etc. Alors, je crois quand même pouvoir dire que ce qui fout la merde, c'est une minorité de jeunes. La grosse majorité, eh bien. Alors, petit espoir, c'est que cette minorité ne devienne pas majoritaire. Écoutez, en tout cas, ça a été un honneur, un plaisir pour moi de vous recevoir et d'échanger avec vous. Merci pour toutes ces anecdotes, ces mots. Et bravo pour votre parcours, en tout cas. Et pour vos écrits aussi. C'est moi qui vous remercie. J'ai passé un moment, vous savez, chaque fois que mon épouse le sait, chaque fois que j'ai l'occasion de reparler du 36, pour moi, c'est... Je revois non seulement les locaux, mais les hommes et les femmes que j'ai rencontrés, qui, encore une fois, là, je préfère un livre sur chacun ou chacune des personnes. Mais quand ils sont actuellement 2300 à votre association, et quand j'étais patron, nous étions plus de 3000. C'était une grosse boutique. Voilà. Donc, merci encore à vous. C'était Cosmonautes, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.